Ensuite, je me suis dit, quand j'ai fini mes études, qu'il était un peu trop tôt pour arrêter d'étudier. Et donc, je voulais explorer différents domaines de compétences. Et comme je pensais avoir fait le tour, tout ce qui concerne les sciences médicales, encore une fois, en toute humilité, je pensais avoir découvert en tout cas le cœur du réacteur en matière de sciences de santé. Je voulais explorer d'autres domaines de compétences. Qu'est-ce que ça signifie Atari? Ça veut dire impact, simplement. Ok, c'est en quelle langue? C'est une langue africaine? C'est une langue africaine. D'accord. Et c'est en Swahili. Ok. On a voulu que ce soit une langue africaine, exprès. Formé à la fois en sciences de santé et en management, Arnaud Ngouran a bâti une carrière au carrefour du conseil de haut niveau et des politiques de développement. De Deloitte à Dalberg, en passant par Delivery Associates, il a conseillé gouvernement, institutions internationales et entreprises sur des projets à fort enjeu, avant de fonder Atari Advisors, son propre cabinet basé à Abidjan. Avec Atari, il porte aujourd'hui une vision claire: accompagner la transformation des organisations africaines en mettant la stratégie au service de l'utilité sociale. Leadership, impact investing, développement organisationnel, écosystème d'innovation, autant de sujets qu'il aborde avec précision, mais aussi avec une conscience aiguë des réalités locales. Pour ce troisième numéro de Me on Age, nous sommes allés à la rencontre d'un homme discret, mais résolument engagé, qui croit à une Afrique capable de tracer sa propre voie, avec méthode, audace et exigence. Bonjour Arnaud, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Dr Mien. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec la première question. Alors, de la médecine au conseil, qu'est-ce que vous retenez de ce parcours assez singulier? Comment est-ce qu'on passe d'un doctorat en sciences dentaires à un parcours dans le conseil à ce niveau? Dr Mien, j'ai fait comme vous. Non, plus sérieusement, je pense que j'ai été ému d'abord par l'audace, ensuite par la curiosité et enfin par l'esprit d'entreprise. Malheureusement, cette chose-là, on ne met pas forcément un mot dessus quand on est jeune. Avec le temps, on se rend compte finalement qu'on est un peu plus iconoclaste qu'on ne le pensait. Donc moi, ça a commencé déjà par le fait que j'étais curieux. Donc j'ai aimé les sciences parce que j'étais très curieux et j'ai adoré les sciences. Ensuite, je me suis dit, quand j'ai fini mes études, qu'il était un peu trop tôt pour arrêter d'étudier. Et donc, je voulais explorer différents domaines de compétences. Et comme je pensais avoir fait le tour, tout ce qui concerne les sciences médicales, encore une fois, en toute humilité, je pensais avoir découvert en tout cas le cœur du réacteur en matière de sciences de santé. Je voulais explorer d'autres domaines de compétences. Donc, c'est parti comme ça. Donc, j'ai commencé par faire une thèse en gestion, gestion de structures de santé. Et puis ensuite, j'ai souhaité approfondir donc mon champ de compétences sur ces sujets-là. Donc, en entamant des études donc, dans le domaine du management, qui pour moi étaient nouvelles, étaient vraiment des choses à explorer. Donc voilà comment ça a commencé. Et puis, je me suis pris de passion pour la gestion. D'abord parce que je pensais pouvoir faire beaucoup plus d'impact qu'en restant dans le cadre strict d'un centre médical. Donc, avoir la possibilité d'influencer durablement des organisations, des communautés, pour moi, c'était beaucoup plus motivant que de rester simplement dans un centre médical. Donc, voilà, pour faire court, voilà. Donc, l'audace, la curiosité, et puis un peu de passion et de besoin d'impacter significativement et durablement son environnement. Très bien, donc je vois la notion de recherche d'impact dans ce développement. Mais durant ce parcours, est-ce qu'il y a eu justement des étapes ou des rencontres qui ont été décisives et qui ont fait justement que vous avez choisi, par exemple, de passer en école de commerce, de partir en France, ou peut-être à des moments charnières pendant votre carrière? Est-ce qu'il y a eu ces déclencheurs en fait? Absolument, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient aussi rêveurs, aussi iconoclastes que moi. Je cite Dr Jules Nguessan qui a fait l'ESSEC, qui a été un inspirateur. Un autre ami qui a fait l'ESCP, Jack Ophipacom. J'ai rencontré aussi pas mal d'autres personnes. Ange qui a fait HEC,
Ange PT. Je rappelle aussi que docteur Arnaud Ngoran a fait l'EM Lyon, qu'il n'a pas encore mentionné. Voilà. Voilà, donc des gens très brillants qui repoussaient leurs limites et qui m'encourageaient aussi à repousser les miennes. Donc c'est parti aussi de là. Et j'ai lu pas mal de livres aussi. Je me rappelle d'un livre que j'ai lu quand j'étais, je pense, en fac de médecine odonto. Ça s'appelait Comment se faire des amis. Donc pour moi, c'est la Bible du management. Donc les livres écrits par Dale Carnegie, que j'ai lu, je pense, il y a près de 25 ans, mais qui pour moi régit les relations humaines. Comment amener quelqu'un à adhérer à votre vision. Et pour moi, jusque-là, je ne pensais pas que c'était une science. C'est vraiment une science. Comment inspirer des gens, comment les amener à adhérer à une vision, comment diriger des organisations sans être agressif, sans être malveillant. Et ça m'a inspiré. Donc voici donc quelques modèles donc, qui m'ont inspiré et qui m'ont guidé dans ce parcours. Très bien. Après, il y a eu cette expérience en Côte d'Ivoire, déjà sur les facultés ivoiriennes, et puis ensuite il y a eu cette expatriation. Comment est-ce que vous évaluez les deux systèmes éducatifs, les deux contextes dans lesquels vous avez étudié? Alors moi, le système ivoirien, je l'aime beaucoup parce qu'il développe ce que moi j'appelle le quotient d'adversité. Donc, pour réussir en Côte d'Ivoire, quand vous n'êtes pas favorisé par les conditions socio-économiques de vos parents, il faut être relativement brillant ou il faut être résilient. Donc, les systèmes d'excellence existent, les écoles d'excellence existent. On peut citer quelques lycées, quelques universités, comme l'INPHB, comme les facs de médecine, avec le tronc commun notamment, qui sont super élitistes. Mais ces écoles-là vous amènent à être résilient. Et c'est très important pour bâtir une carrière. C'est très important pour réussir dans la vie. En revanche, là où les écoles, je dirais, occidentales, notamment les écoles de commerce en France, vous amènent à passer un autre cap, c'est vraiment sur le soft skills. Autant sur le hard skills, en Côte d'Ivoire, je pense qu'on est pas mal sur des filières scientifiques. Autant pour moi, il manque beaucoup de soft skills. Donc, comment interagir avec des gens, comment interagir tout simplement en entreprise. Et ça, typiquement, je pense que l'EM Lyon a été clé dans mon parcours et m'a aidé à passer cet autre cap-là. Très bien. On va maintenant parler entrepreneuriat et puis faire un focus sur Atari Advisors, donc le cabinet que vous avez fondé il y a peu de temps. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans à peu près, voilà. Donc vous avez fondé Atari Advisors après plusieurs années dans des cabinets internationaux de référence. Qu'est-ce qui vous a poussé à sauter le pas? À quel moment est-ce qu'on se dit, bon, c'est mon tour de créer quelque chose? Mais déjà, je pense que ces choses, on les porte à la naissance. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais ce désir-là, je l'ai dit au début, ce désir-là de vouloir impacter les gens, de vouloir impacter la société, au bout d'un moment, vous êtes un peu à l'étroit quand vous travaillez pour d'autres. Parce que vous vous dites, je veux créer, je veux innover, je veux aider, je veux avoir de l'impact dans la société, mais je ne peux pas le faire jusqu'à une certaine mesure quand je suis dans un environnement qui est cloisonné, qui est segmenté. Donc ces choses-là, je pense donc que ce sont des germes qui vous poussent à vous dire, on en a reçu un peu plus que d'autres en termes de capacité physique, mentale, intellectuelle. On doit donner un peu plus que les autres. Donc, rester dans le cadre strict d'un emploi formel, pour moi, c'était être un peu égoïste. Donc, au bout d'un moment, il fallait give back. Il fallait redonner à la société ce qu'on a reçu d'elle. Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis, on avait aussi anticipé ce qui arrive aujourd'hui maintenant, le retrait des Big Four. Notamment, vous avez vu deux des gros cabinets internationaux qui se retirent de la Côte d'Ivoire, enfin de l'Afrique francophone. On l'avait un peu anticipé en se disant, il va arriver un moment où nos entrepreneurs, nos organisations en Afrique vont avoir besoin de consultants qui comprennent leur réalité, qui ont des capacités globales et qui sont capables d'adapter ces capacités-là aux réalités africaines. Et donc, c'est anticipant ces changements-là, ces mutations-là, que nous avons décidé de créer donc Atari. Aujourd'hui, je dirais que l'actualité nous donne un peu raison quand même, parce que voilà, pas mal de choses indiquent que de plus en plus donc, d'entreprises vont avoir besoin de compétences locales, mais formées avec voilà, ces capacités internationales.
Effectivement, et c'est tout à fait pertinent aussi dans ce cadre-là de revenir sur le fait que ces profils-là ont eu ces carrières à l'international et donc ça constitue aujourd'hui un atout pour entamer ce type d'aventure. Et finalement, quelle est l'ambition de Atari Advisors aujourd'hui et qu'est-ce qui distingue le cabinet dans le paysage du conseil en Afrique? Alors d'abord, nous, on conçoit Atari comme, au-delà du conseil, hein, comme une organisation qui d'abord et avant tout doit faire de l'impact. Faire de l'impact, pour nous, ça va au-delà du conseil. J'aime le dire, nous, on n'est pas des dogmatiques du conseil. Ça veut dire qu'on ne se limite pas au conseil. On est ouvert à tous les champs. On pourrait faire Atari fusée, Atari, Atari je sais pas, lune, Atari, tout ce que vous voulez. Dès lors qu'on est capable de dire que notre action crée des emplois, transforme des vies, permet à des organisations, à des communautés d'aller mieux, de faire plus, de gagner mieux leur vie, nous on est heureux. Donc c'est ça notre vision et on veut inspirer des jeunes en leur disant qu'avec vos capacités, vous pouvez aider des organisations, vous pouvez aider des entreprises, vous pouvez aider des communautés à se sentir, à exploiter pleinement leur potentiel. Donc voilà, donc c'est ça notre vision. Aujourd'hui, on a la chance donc d'accompagner différentes organisations, parmi les plus importantes, la CIR notamment, Orange Côte d'Ivoire, qui d'autres quelques ministères comme celui de l'environnement, de l'agriculture, Sounou Côte d'Ivoire qu'on a eu la chance d'accompagner il y a quelques mois. Pour une jeune organisation comme la nôtre, c'est un gage de confiance, c'est une marque en tout cas de confiance donc du marché. On est vraiment fiers d'être à ce stade après à peine 3 ans d'existence. Félicitations déjà pour ces accomplissements. Merci. On ne l'a pas mentionné encore. Qu'est-ce que ça signifie Atari? Ça veut dire impact simplement. Ok, c'est en quelle langue? C'est une langue africaine? C'est une langue africaine. D'accord. Et c'est en Swahili. Okay. On a voulu que ce soit une langue africaine, exprès, parce que d'abord, on voulait cet ancrage local. Et ensuite, on voulait aussi que ce soit pas une langue comme le baoulé ou l'ani, parce que voilà, après, on aurait dit, ben, tiens, c'est tribal. On voulait une langue panafricaine. D'accord. Et le Swahili a cette chance-là d'être parlé dans plusieurs pays d'Afrique. Très bien. Notamment en Afrique de l'Est, donc c'est voilà. Ça montre aussi peut-être l'ambition des Atari, hein, de dire qu'on est en Côte d'Ivoire, mais on vise peut-être le marché africain. On vise au-delà de la Côte d'Ivoire. Absolument. Vous évoquez souvent la notion d'impact. C'est ça. Comment cela se traduit concrètement dans les projets que vous pilotez? Est-ce que vous avez des exemples de projets typiques qui peuvent le montrer? Moi, j'aime dire, il y a 3 C, hein, en montrant 4 doigts. Il y a 3 C qui nous importent. Il y a d'abord le C du collaborateur, du collègue. Pour nous, faire de l'impact, c'est se soucier d'abord du collaborateur avec lequel on travaille. Comment on l'aide à grandir, à trouver son chemin, à apprendre dans chacune des missions dans laquelle il est engagé. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour moi, c'est le client qu'on accompagne. Donc, comment on fait en sorte que le client qu'on accompagne voit de la valeur ajoutée dans ce qu'on lui produit? Parce qu'il ne suffit pas de faire des rapports super intéressants. Il faut que derrière, le client puisse exploiter les rapports qu'on lui produit ou l'accompagnement qu'on lui fournit. Et ensuite, le troisième C pour moi, c'est la communauté. Donc, on sert des clients qui, directement ou indirectement, vont impacter la communauté. Donc, comment l'action qu'on porte permet de créer plus d'emplois, d'amoindrir les souffrances des gens, que ce soit dans le secteur de la santé, permet à des communautés, finalement, de bénéficier des projets qu'on fait. Donc, voici pour moi les 3 notions importantes qui sont au cœur de notre action. Donc, 1, les collègues, 2, les clients, et 3, les communautés. Voilà, donc toutes les missions qu'on porte ont pour objectif final de changer, de transformer significativement, positivement la vie donc, des communautés. C'est comme ça qu'on pense pouvoir en tout cas aider notre environnement à se porter mieux. Très bien, donc on retient les 3 C. Les 3 C. Voilà. En termes de profils, quels sont les profils qu'on peut retrouver chez Atari et les profils que vous recherchez de manière générale pour rejoindre l'aventure? Nous, on est très ouverts parce que
Autant je suis moi-même d'un parcours un peu atypique, autant je valorise pour moi les parcours atypiques. Dans l'équipe, on a des agroéconomistes, on en a deux notamment, on a des ingénieurs en assurance, d'où diplôme, assurance, école de commerce, on a des SK, école de commerce d'Abidjan, enfin SK, voilà, INPHB. On a qui encore? On a des juristes, donc droit, CESAC. Vraiment, pour ne citer que ceux-là, on a des MBA en gestion, on a quoi encore? Voilà, ce qui me revient, on a des gens qui ont un profil plus RH, logistique, système d'information. Donc, pour nous, en conseil, le plus important, ce n'est pas tant le parcours que ce désir-là d'excellence. Être capable de repousser ses limites, être capable de think out of the box, c'est-à-dire penser au-delà donc, de ses limites, repousser ses limites, être rigoureux, être force de proposition, être problem solver. Nous, on appelle ça des gens qui résolvent des problèmes. Donc, peu importe le sujet, que ce soit en éducation, en agriculture, en santé, être capable de se poser les bonnes questions et de se challenger pour formuler donc, les meilleures recommandations pour le client. Donc, voilà ce qu'on recherche, nous. On n'a pas un portrait robot typique, figé, consultant. Parce que de consultant, on a pour nous voilà, des profils très, très diversifiés de personnes qui veulent, comme nous, porter ces valeurs-là d'impact, ces valeurs-là de transformation durable, profonde de la société. Très bien. On va rentrer sur un autre type de questions. Alors, quels sont selon vous les ingrédients clés pour réussir un projet stratégique ou une réforme en Afrique de l'Ouest? Mais déjà, pour moi, il y a vraiment cette volonté-là. C'est ce que moi j'appelle l'altruisme. Voilà, pour porter un projet, qu'il soit individuel ou qu'il soit collectif, qu'il soit politique ou qu'il soit économique ou social, pour moi, il faut penser aux autres. Donc, first step. Donc, la première étape, c'est penser aux autres, penser à ce qu'on va apporter aux autres, à la vie des gens qu'on va changer, et se dire que on ne le fait pas pour soi-même, on le fait pour que d'autres derrière puissent en bénéficier. Donc, quand on a ça à l'esprit, on s'oblige ensuite à définir les choses d'une façon structurée. Moi, le meilleur exemple de tout ça, c'est Houphouët-Boigny. Voilà, c'est Houphouët-Boigny, c'est qui s'est dit, ben, tiens, au-delà de moi, au-delà de ma personne, il faut que mon action perdure. Donc, je vais créer le cadre, donc, vision stratégique, je vais créer le cadre pour qu'au-delà de moi, des gens puissent apprendre, des gens puissent se développer, un pays puisse exister. Donc, ça, c'est l'altruisme qui est sincère. Ensuite, avoir cette vision stratégique et ensuite, mettre la rigueur qu'il faut pour délivrer ce qu'il faut. Pour moi, c'est fondamental. On peut avoir de l'altruisme, on peut avoir une vision, mais si derrière, on ne met pas la rigueur qu'il faut pour exécuter les projets d'une façon rigoureuse, tout ce qu'on a fait avant ne sert à rien. Donc, pour moi, ces trois choses-là vont ensemble. Très bien. Et donc, comment est-ce qu'on concilie aujourd'hui performance économique et utilité sociale dans un environnement très contraint ou bien réglementaire, pas simple? Pour moi, les deux choses sont indissociables, parce que l'économie, pour moi, sans le social, bon, ce n'est pas viable. Je supposais que moi, je sois riche et qu'autour de moi, il y ait tout un océan de misère au finish. Je suis dans l'insécurité et je me fais engloutir donc, par l'océan de misère. Donc, pour moi, toutes les politiques économiques doivent avoir pour corollaire de transformer la société. Sinon, on crée de l'injustice, on crée de l'insécurité, on crée tout simplement du désordre, du chaos, et puis finalement, le chaos prend le dessus. Donc, il faut pour moi veiller à ce que toutes les politiques économiques aient des retombées sociales pour que, je dirais, le développement soit durable, soit harmonieux, soit pérenne. Sur les sujets d'actualité comme l'emploi des jeunes ou la formation, la digitalisation, la souveraineté économique, je pense que vous travaillez souvent sur ces thématiques. Où est-ce que vous situez les vrais leviers? Pour moi, le levier majeur, c'est pour les pays africains, c'est comment on tire profit du contexte global pour nous
avoir nos propres modèles de développement. Voilà, on a la chance d'avoir vu l'Occident évoluer. Là, on a vu l'Asie évoluer. Ils sont pour moi sur un plateau. Voilà. Après, nous, on est encore rising even. On n'a même pas encore commencé, je pense. Hein. Mais comment est-ce qu'on tire la leçon de ce que les autres pays, les autres civilisations ont évolué pour nous concevoir des modèles qui sont propres à nous? On a une jeunesse qui est dynamique, qui est créative, qui est résiliente. Hein, les décennies passées le montrent. Comme aujourd'hui, on se base sur toutes ces forces-là qu'on a, toutes ces ressources qu'on a. Je ne parle pas de ressources minérales nécessairement, mais je parle de ressources humaines, de ressources intellectuelles. Voilà, du capital humain. Comment on se base là-dessus pour construire des modèles de développement qui nous sont propres, qui pensent vraiment à mettre l'homme au cœur donc, de l'action. Donc pour moi, c'est là tout l'enjeu. Donc il faut, à mon avis, privilégier le capital humain, avoir une école d'excellence, avoir une école... Pour moi, ce n'est pas juste un lycée scientifique, un lycée classique. Il faut plusieurs lycées scientifiques en Côte d'Ivoire, des dizaines. Il faut des dizaines de Sainte-Marie, des dizaines de lycées classiques, des dizaines de INPHP pour former des jeunes qui ont des valeurs, qui ont des compétences, qui sont décomplexés et qui sont capables, en tout cas, de transformer durablement notre société. Très bien. Le conseil est parfois perçu comme éloigné du terrain ou qui recherchait un impact. Comment est-ce que vous évitez cet écueil dans vos propres interventions? Comment est-ce qu'on se rassure que, à la fin de la journée, l'intervention, en tout cas les conseils, les recommandations qu'on a faites, finiront par avoir un impact? Pour moi, le conseil, c'est un peu comme la médecine. Hein. C'est la meilleure analogie qu'on puisse faire. Le consultant, c'est un peu comme un médecin qui vient, qui regarde un patient, une organisation, et qui va dire vous souffrez de telle ou telle pathologie, et voici l'ordonnance que moi, médecin, je vous prescris pour que vous guérissiez. Donc, la limite du conseil, c'est ça. Donc, le patient, il peut aller acheter les médicaments ou pas. Il peut accepter de prendre les médicaments en étant observant, en suivant rigoureusement les prescriptions médicamenteuses ou pas. Ou alors, il peut être contraint par le médecin, enfin, quand il est hospitalisé, il peut être contraint par le médecin d'administrer, de subir, hein, le traitement. Le conseil a des limites, il faut en être conscient. Ce qu'il faut faire, à mon avis, pour que les patients, les clients puissent être le plus observants possible, entre guillemets, c'est leur démontrer l'utilité, les convaincre, entre guillemets, de l'utilité de prendre les médicaments qu'on leur conseille. Donc pour moi, ça passe par de la pédagogie, ça passe par beaucoup de patience, beaucoup de résilience, ça passe par beaucoup d'altruisme, hein, finalement, c'est de dire, ok, je suis conscient que le patient, hein, donc le client, dans le cadre du conseil, peut ne pas observer mes prescriptions. Je mets tout en œuvre pour qu'il puisse être conscient que s'il suit mes prescriptions, il va se porter mieux. Mais c'est quoi en général l'attitude des patients ivoiriens ou africains? Alors, on a beaucoup, comme en médecine, hein, on a beaucoup de types de patients. Hein. On a des patients qui, eux, viennent à l'hôpital parce qu'ils s'ennuient. On a des patients qui viennent à l'hôpital parce qu'on leur a parlé de l'hôpital. On a des patients qui veulent vraiment guérir. Pour moi, peu importe le type de patient auquel on a affaire, le rôle du médecin, c'est de s'assurer que quand il a identifié une maladie, le patient en soit conscient et qu'il mette tout en œuvre pour en guérir. Donc c'est un peu ça notre rôle, c'est vraiment attirer l'attention des organisations sur leurs défis, je dirais pas pathologie, mais sur leurs défis, leur faire comprendre, en tout cas avec pédagogie, que en traitant durablement ces défis-là, ils peuvent se porter mieux, ils peuvent produire plus, ils peuvent avoir plus d'impact, et puis au final les accompagner pour, bien entendu, mettre en œuvre ces initiatives-là. Donc voilà, en tout cas, notre vision. Très bien. On va entrer dans des sujets relatifs à la transmission ou à la vision. Vous avez été très impliqué dans les communautés alumni, notamment celle de l'EM Lyon. Quel sens donnez-vous à ce type d'engagement?
Mais moi, pour moi, je pense que le leadership, en tout cas, je l'ai développé dans le monde associatif. Et je pense que le plus difficile en matière de gestion des hommes, c'est la gestion des associations. Quand vous gérez une entreprise, les gens viennent ou les gens font ce que vous demandez de faire parce que vous les payez, parce que vous les tenez par soit le bâton, soit la carotte. Mais quand vous gérez une association, les gens sont bénévoles, ils ne viennent que quand ils ont envie de venir. Donc le défi, c'est d'amener des gens à travailler alors qu'ils ne sont pas payés, en tout cas pas rétribués en numéraire. Et pour moi j'ai beaucoup appris. Moi, j'ai commencé à faire du monde associatif, dans le milieu religieux notamment, avec la GEC, et beaucoup à l'université, avec des associations, le volontariat médical, dont j'ai été président. J'ai été vice-président d'association, secrétaire général de la Corporation des étudiants des dentistes, ensuite à l'EM Lyon. Tout ça, ça m'a appris beaucoup de patience, beaucoup de résilience. Et tout ça, c'était mu par une volonté pour moi d'altruisme. Vous vous dites à un moment de votre vie, comment je fais en sorte de fédérer des forces, de fédérer des énergies pour que toute la corporation puisse se sentir mieux. Donc pour moi, c'est très important de penser aux autres. Et les associations sont pour moi le meilleur moyen de le faire. Et pour moi, c'est rewarding, c'est gratifiant. C'est gratifiant de travailler, de militer dans le monde associatif parce que derrière, après, en termes d'entrepreneuriat, en termes de leadership, quand vous êtes en entreprise, vous avez beaucoup plus de levier, d'expérience pour agir sur votre environnement. Et quel conseil donneriez-vous à une nouvelle génération d'Africains qui souhaitent faire du conseil un outil d'impact? Mais déjà, le conseil, c'est un monde vaste. Il y a le conseil en tout aujourd'hui. Il y a le conseil capillaire, il y a le conseil. il y a le conseil en tout. Pour moi, le champ est vaste en termes de capacité, en termes d'opportunités aussi. Le champ est vaste. Pour moi, le conseil que je donnerais, c'est déjà ayez une compétence dans un domaine particulier. Voilà, la compétence, elle s'acquiert soit par un parcours académique, soit par un parcours professionnel, donc soit par l'expérience. Donc on ne s'invente pas, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'inventent, consultants en ceci, consultants en cela. Le sujet, c'est que la crédibilité peut vite faire défaut quand vous n'avez pas un coffre solide, que ce soit un coffre académique ou un coffre en termes d'expérience. Donc le premier conseil, c'est blinder le fond. Voilà, ne soyez pas pressés, blindez le fond, apprenez. Moi, je continue d'apprendre chaque jour, chaque mission, chaque opportunité, avec mes collègues, avec mes clients, avec les communautés, c'est une opportunité pour mon apprentissage. Donc, apprenez patiemment, que ce soit à l'école ou dans une entreprise, dans un métier, apprenez. Ensuite, quand vous avez appris, faites-vous accompagner par des gens qui ont de l'expérience, et puis vous commencerez à vendre des services quand vous aurez, en tout cas, la capacité de revendiquer une compétence en particulier. Ok, donc blinder le fond, être sûr de ses compétences, et puis ensuite venir les proposer. Voilà, se faire accompagner. Parce que le conseil, pour moi, c'est davantage, enfin, c'est de la méthodologie. Voilà, c'est ce que l'école occidentale nous a appris, mais ce qui est utile aussi. Vous ne vendez pas que des conseils, voilà, vous vendez aussi de la méthode, vous vendez des façons de faire qui sont éprouvées. C'est une science, hein. Les gens n'ont pas conscience, mais c'est une science. Tout à fait. Alors, on est à la fin de notre entretien. Dernière question. Dans 10 ans, où est-ce que vous voyez Atari Advisors et vous-même? Dans 10 ans, je vois Atari Advisors d'abord dans plusieurs pays d'Afrique et au-delà même de l'Afrique, dans plusieurs pays du monde. Hein. On a déjà un embryon de représentation en France aujourd'hui avec certains de nos associés qui y vivent. On ambitionne d'aller au-delà. Voilà. L'objectif déjà, c'est d'imprimer une marque d'excellence dans l'esprit donc de nos clients. Ensuite, développer donc nos services, comme je dis tout à l'heure, au-delà du conseil, du consulting classique, stratégie, management et tout ça, on veut aller au-delà vraiment. Être un laboratoire même de compétences, un laboratoire donc qui incube des initiatives socio-économiques dès lors qu'elles ont de l'impact.
Et voilà, on n'a pas de limite. Notre limite, c'est un peu le ciel. Mais comme j'ai coutume de dire, même le ciel est pour nous, donc finalement, on n'a pas beaucoup de limites. Très bien. Ben, docteur Arnaud Ngouran, merci d'avoir accepté l'invitation et pour toutes ces réponses. Merci, docteur.